sont à l'origine de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, de la terre que nous foulons. Les volcans ont modelé notre planète. Nous avons besoin des volcans. Ils jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre atmosphère et de l'équilibre sur Terre. Je ne suis pas sûr que la vie pourrait exister sur une planète sans volcans. Pourtant, les montagnes vivantes demeurent pour nous une véritable terra incognita. Il y a tellement de points que nous avons besoin d'éclaircir, tellement d'énigmes que nous devons résoudre. Alors on essaie de percer les mystères qui ne sont pas observables à l'œil nu. En étudiant les volcans, les scientifiques ne dévoilent pas seulement leurs mystères, ils révolutionnent notre vision du monde. Comprendre les volcans nous aide à comprendre le fonctionnement de la Terre dans son ensemble. Depuis des millénaires, c'est le destin même des hommes qui s'écrit à l'ombre des volcans. Par de nombreux aspects, l'histoire des hommes est liée à l'histoire des volcans. Grâce à l'éruption, nous avons découvert cette grande cité qui a connu son apogée autour de 1600 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, l'humanité puise dans ces terres en mouvement les ressources pour innover et se projeter dans l'avenir. Par bien des aspects, l'activité volcanique favorise le développement de l'humanité. Ça améliore tellement notre quotidien, je ne pourrais pas m'en passer. Dans notre éternelle quête de savoir et de progrès, les volcans sont nos meilleurs alliés et le terrain d'innombrables découvertes. Pour les scientifiques, les volcans sont de véritables laboratoires à ciel ouvert. À Mayotte, une île volcanique perdue dans l'océan Indien, ils ont fait une incroyable découverte. Ici, l'activité s'est interrompue il y a près de 6000 ans, bien avant les premiers peuplements de l'île. Pourtant, en mai 2018, Mayotte est secouée par de nombreux tremblements de terre, caractéristiques d'une activité volcanique. En cherchant l'origine de ces séismes, les scientifiques repèrent d'intrigants signaux en pleine mer, à 50 km des côtes mahoraises. Environ 80% de l'activité volcanique mondiale a lieu sans qu'on en ait réellement conscience, ou du moins sans qu'on ne puisse la voir, car elle se situe sous l'océan. Une mission océanographique est dépêchée sur la zone. À bord d'un immense navire polyvalent, plus de 30 chercheurs issus des instituts les plus prestigieux se relaient pour percer le mystère qui se cache dans les profondeurs de l'océan Indien. Oui, le navire continue à dériver vers l'est. Grâce à un équipement de pointe, ils sondent les fonds marins. Ça veut dire que ça dégaze à mort. Et font une incroyable découverte. Un immense volcan sous-marin. Quand on y réfléchit, 70% de la surface de la Terre est couverte par les océans. Il est donc logique que les limites de nombreuses plaques tectoniques se trouvent aussi sous les eaux. Et donc, quand du magma est expulsé du plancher océanique, cela crée ces magnifiques volcans sous-marins.
Ces volcans entrent en éruption sous des pressions d'eau gigantesques. Ils ne produisent donc pas de panache de cendres comme à la surface. Ils peuvent expulser de fins morceaux de verre fragmentés, mais ils produisent principalement ce que l'on appelle des laves en coussin. Au large de Mayotte, les scientifiques sont témoins de la plus grande éruption sous-marine jamais observée. Pour mieux prévoir l'activité future du volcan, ils l'étudient sous toutes les coutures. Jean-Christophe Komorowski, volcanologue, s'intéresse particulièrement aux laves émises par le volcan qui construisent petit à petit l'édifice volcanique. Quand on voit ces images, on va prendre conscience de l'échelle de cette éruption avec des flots très importants de lave qui dégoulinent des flancs du nouveau volcan. Les quantités de lave qui sont déversées sur le fond de l'océan étaient très élevées, plusieurs dizaines, voire quelques centaines de mètres cubes secondes. Et c'est pour ça que ça correspond à une des éruptions les plus intenses depuis plus de 200 ans. C'est probable, vu la quantité de lave qui est sortie ici, vu la longévité de l'éruption, qu'on assiste à la formation d'un volcan complexe qui pourrait avoir plusieurs sites d'émission de lave au cours de la vie qu'il va maintenant mener probablement pendant de très longues années. Ce n'est qu'en analysant cette lave en laboratoire que les chercheurs pourront anticiper l'activité future du volcan. Sur le pont arrière du navire, tout l'équipage attend avec impatience la remontée de la drague, un outil de plusieurs tonnes conçu pour racler les fonds marins. Les scientifiques accueillent avec émotion les échantillons de lave qui entrent pour la première fois au contact de l'air. Ah oui, ça fait vraiment du bruit, hein. Oui. Et ça projette des particules de verre qui sont... C'est pour ça qu'on est équipé que c'est dangereux. Parce que ça peut projeter à plusieurs mètres des fragments de verre. Il faut s'éloigner là. C'était particulièrement important de faire cette drague parce que ce sont les premières coulées de l'éruption. On n'avait jamais échantillonné ces coulées. Et du coup, ces échantillons nous permettent de comprendre d'où vient le magma, quelle est sa composition, comment il a évolué. Tous ces paramètres sont importants pour la surveillance, pour l'analyse de la dynamique de cette éruption et de ses conséquences potentielles. Ça va nous permettre de comprendre le système en entier et la relation avec le volcanisme à Mayotte. À Mayotte, les scientifiques assistent pour la première fois à la naissance d'un volcan sous-marin. Sous leurs yeux se joue le lent processus de construction de notre planète. Car aux quatre coins du monde, d'innombrables volcans grandissent à l'abri des regards, tapis dans les profondeurs des océans et s'étirent vers la surface. Lorsque les volcans sous-marins entrent en éruption, les matériaux qu'ils émettent s'accumulent jusqu'à émerger au-dessus du niveau de la mer. C'est ainsi que naissent les îles volcaniques. Les volcans sont un trait d'union entre le monde de la surface et les profondeurs sous-marines. En les étudiant, les scientifiques ont découvert un gigantesque relief, la plus grande chaîne volcanique de la planète. L'une des plus grandes découvertes concernant les plaques tectoniques, c'est cette immense chaîne de volcans sous-marins appelée dorsale océanique. Si on vidait tous les océans et qu'on observait la topographie des fonds marins, on distinguerait une chaîne montagneuse, aux pentes certes très douces, mais dont le relief se détache nettement du plancher océanique. Le seul endroit où cette dorsale est émergée, c'est en Islande.
très en profondeur sous terre. À l'emplacement de l'Islande, il y a une zone particulièrement active appelée point chaud. Les volcans y sont bien plus actifs qu'ailleurs. La dorsale, qui se trouve normalement à 2 km de profondeur, émerge au-dessus du niveau de la mer en de très nombreux volcans qui ont créé l'Islande. L'Islande offre aux scientifiques une opportunité unique au monde. Observer à l'air libre le fonctionnement de la dorsale océanique, là où 2 plaques tectoniques se séparent. Les éruptions islandaises sont une véritable mine d'informations pour les volcanologues, une expérience grandeur nature. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas reproduire en laboratoire. Quand on part travailler sur le terrain, c'est le volcan, notre laboratoire. Le fait d'être en contact direct avec le terrain stimule notre imagination et notre compréhension des phénomènes. Au sud-ouest de l'île, sur la péninsule de Reykjanes, une immense éruption a éclaté en 2021, recouvrant toute la vallée d'imposantes coulées de lave. C'est l'occasion pour Pálvaður Póarsson, volcanologue, de percer les mystères de la dorsale océanique, l'une des clés pour comprendre le fonctionnement de notre planète. Il y a tellement de points que nous avons besoin d'éclaircir, tellement d'énigmes que nous devons résoudre, de secrets qu'il nous faut dévoiler. C'est parti. On y va. Le scientifique se rend sur le front des coulées pour effectuer un prélèvement de lave. Ces échantillons seront un élément indispensable à son enquête. La plupart du temps, notre travail consiste à essayer de reconstituer ce qu'il s'est passé à partir de quelques indices. En ce sens, la volcanologie ressemble au travail d'enquêteur ou de détective. Ces échantillons sont de la matière en fusion refroidie très rapidement. Ils sont inaltérés, identiques à l'état dans lequel ils étaient à l'intérieur du réservoir magmatique. Grâce à des prélèvements réguliers, Pálvaður Póarsson a découvert que la composition et la température de lave situées sur le front des coulées sont similaires à celles mesurées dans le cratère, malgré la distance qui les sépare. Cette similitude s'explique par un phénomène rarement observé. À peine sortie du cratère, la matière en fusion plonge sous une épaisse couche de lave refroidie qui la protège de l'environnement extérieur. Ces observations en surface ont permis aux volcanologues de mieux comprendre le fonctionnement de la dorsale située au fond de l'océan. Le système que nous observons ici, bien que nous soyons en surface, nous aide à comprendre ce qu'il se passe au fond de l'océan, et notamment le long des dorsales. Dans la plupart des éruptions sous-marines, des lacs de lave se forment. Mais ces lacs sont isolés par des couvercles de lave refroidis qui séparent le magma de l'eau. Le magma reste ainsi très chaud et se diffuse par un réseau de canaux également isolés. Et ce n'est que lorsque le magma arrive à l'extrémité de ses coulées qu'il entre en contact avec l'eau. En étudiant l'éruption de Reykjanes, Pálvaður Póarsson a enrichi notre compréhension de la tectonique des plaques, dont les dorsales océaniques sont l'une des plus importantes manifestations. Grâce au volcan, les scientifiques nous dévoilent les grandes dynamiques de notre planète. Wow, 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 wow. That's about 10-15 meters high. Oh, Ce que je trouve le plus fascinant avec notre planète,
c'est de voir à quel point elle est vivante. Essayer de comprendre comment elle fonctionne, c'est le but de mes recherches. Chaque éruption comme celle-ci nous apprend quelque chose de nouveau. La lave expulsée par les volcans remodèle sans cesse notre planète, du fond des océans au plus haut sommet. Mais les scientifiques ont fait une autre découverte majeure. Un élément relâché lors des éruptions, invisible à l'œil nu, altère profondément l'équilibre même de notre atmosphère. On parle beaucoup des matériaux qui sont expulsés par les volcans dans l'atmosphère. Nous savons, grâce aux études géologiques, que ce phénomène a eu une influence majeure sur l'évolution de l'atmosphère. Et, en de très rares occasions, des éruptions majeures peuvent profondément et brusquement modifier le climat mondial. Les immenses quantités de gaz relâchés par les volcans lors d'éruptions majeures peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Piégées dans la stratosphère, elles forment alors une épaisse couverture, séparant l'atmosphère des rayons du Soleil. Donc si vous étiez un alien assis sur Mars ou sur la Lune, vous pourriez voir la Terre devenir un tout petit peu plus brillante après l'éruption. En réfléchissant un tout petit peu plus les rayons du Soleil, les matériaux projetés dans la stratosphère provoquent le refroidissement de la basse atmosphère. Au Xe siècle, l'Islande fut le siège de l'une des plus grandes éruptions qu'ait connue l'humanité. Guttolin Larsson, volcanologue, étudie depuis des années la grande faille d'Helgia, la gorge de feu, longue de plus de 8 km. L'éruption d'Helgia est survenue en 939. C'est une des plus grandes éruptions qu'ait connue l'Islande, la plus grosse depuis la colonisation. C'était une éruption effusive qui a produit un très grand champ de lave. Elle a également dégagé une immense quantité de soufre, environ 220 millions de tonnes. Lors de ses travaux, la volcanologue a découvert un lien direct entre l'éruption et une série d'événements climatiques intervenus à la même époque dans l'hémisphère nord. Les immenses flots de lave expulsés par cette fracture ont durablement modifié le climat de la Terre. Certaines sources disent par exemple que l'hiver a été anormalement froid en Chine après 939. D'autres sources parlent d'un froid inhabituel en Irlande. Les lacs et les rivières étaient gelés. Tout indique que le climat a refroidi suite à cette grande éruption. En Europe du Nord, dans les pays du Moyen-Orient et jusqu'en Chine. La volcanologie contribue aussi à enrichir le champ de la climatologie, car elle nous permet de réaliser des expériences sur le climat qu'on ne pourrait certainement pas mener autrement. Le même phénomène a été observé il y a seulement 30 ans. Aux Philippines, une éruption a permis aux scientifiques du monde entier d'assister en direct à un brusque dérèglement du climat. En 1991, le volcan Pinatubo, en sommeil depuis près d'un demi-millénaire, entre en éruption dans une immense explosion. L'éruption explosive de Pinatubo a projeté 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre à environ 35 km d'altitude dans la stratosphère terrestre. Cette couverture de soufre a fait chuter la température globale d'un demi-degré et fournit aux scientifiques de précieuses données pour mieux comprendre les dynamiques climatiques.
Nous avons constaté à très grande échelle que ces éruptions colossales ont modifié le climat mondial et ont eu un fort impact sur les zones d'élevage et sur l'agriculture. Ça dépasse de loin le champ de la volcanologie et du climat. On observe une diminution des productions agricoles, l'apparition de maladies comme le typhus, une intensification des conflits et des phénomènes de migration. Je pense que les volcans nous permettent de comprendre l'histoire des hommes. Au gré de leur découverte, les scientifiques discernent progressivement l'impact colossal qu'exerce le volcanisme sur le destin des hommes. Car dans cette grande histoire géologique, l'humanité n'est qu'une virgule. Des premiers outils forgés par l'homme au plus grand mythe de nos cultures, l'histoire humaine s'écrit à l'ombre des volcans. En dévoilant l'histoire éruptive de notre planète, la volcanologie a permis d'éclairer d'un jour nouveau les grandes migrations humaines. Le volcanisme n'a cessé de ballotter les hommes d'un territoire à l'autre, au gré des éruptions. Le Popocatépetl est un bon exemple de grand volcan qui peut avoir de très violentes éruptions explosives. Il y a environ 2000 ans, une importante éruption explosive a enseveli les communautés qui vivaient dans ces environs. On pense que cet événement a poussé les survivants à se réfugier dans la vallée de Mexico et que certains se sont installés dans la grande ville de Teotihuacan. Surnommée la cité où les hommes se transforment en dieux, Teotihuacan fut à son apogée la plus grande ville de l'Amérique précolombienne. Sergio Gomez est archéologue. Il a mis en évidence un lien direct entre la fondation de la cité et l'histoire éruptive de la région. Il y a 200 à 250 ans avant notre ère, le volcan Popocatépetl est entré en éruption. Il est fort probable que des populations aient migré vers la vallée de Teotihuacan à la suite de cette éruption. Sous ces antiques pyramides se cache le secret le mieux gardé de Teotihuacan. Au début des années 2000, Sergio Gomez fait une incroyable découverte. Une immense galerie creusée dans le tuf volcanique. On était les premiers à pénétrer ici depuis plus de 1700 ans. C'est le rêve de tout archéologue. Et en plus, tout était intact. Personne n'avait rien touché durant tout ce temps. J'ai retrouvé tous les objets qu'ils avaient laissés. C'était incroyable. Cela fait presque 9 ans que nous explorons ce tunnel. En l'étudiant, nous avons acquis des connaissances clés. Nous avons déduit de nombreux aspects de la vie sociale et symbolique du peuple de Teotihuacan. J'ai découvert cette pièce il y a quelques jours. Voici le fragment d'un couteau et la pointe d'une arme. Très peu de peuples mésoaméricains connaissaient le métal.
Tous les outils coupants, tels que les couteaux, les pointes de flèches ou encore les armes, étaient fabriqués en obsidienne. L'obsidienne est un extraordinaire verre volcanique de couleur noire. Elle se forme quand la lave refroidit très rapidement. Les molécules dans le magma n'ont pas le temps de former des cristaux. C'est ce qui donne ce verre qui ressemble à un liquide figé. Et ce verre naturel peut être taillé pour former des arêtes particulièrement aiguisées. Des études archéologiques nous ont appris que les peuples antiques ne se contentaient pas de fabriquer toutes sortes d'outils à partir d'obsidienne. Ils en faisaient aussi le commerce. Alors, ce qui est incroyable avec l'obsidienne, c'est que nous pouvons reconstituer précisément qui l'a déplacée et comment, en analysant son emplacement dans les dépôts archéologiques. À cheval entre les plaques tectoniques européennes et africaines, Pantelleria fut le siège d'un intense volcanisme. Cette activité est à l'origine d'un des seuls gisements d'obsidienne de la Méditerranée qui a changé à jamais le destin de cette petite île aux falaises noires. Grâce à ce précieux verre volcanique, Maurizio Catani a mis au jour les antiques routes commerciales du bassin méditerranéen. J'essaie d'imaginer ces hommes qui débarquaient à bord d'embarcations probablement très rudimentaires et qui posaient le pied sur l'île à la recherche de ce matériau qui devait être très précieux pour eux. L'obsidienne est un matériau qui s'ébrèche facilement. C'est un peu comme le silex, mais elle coupe beaucoup mieux. Ici, on voit bien qu'il s'agit d'un petit morceau issu d'un plus gros bloc. Ils ont frappé à cet endroit et une lame s'est détachée. Les analyses archéométriques réalisées sur l'obsidienne nous permettent de la distinguer des autres gisements d'obsidienne que l'on connaît en Méditerranée. Donc, quand on trouve un objet fait en obsidienne quelque part, grâce aux analyses, on connaît son origine géographique. Et l'obsidienne de Pantelleria est bien distincte des autres. C'est la seule qui a des reflets verts. Donc, quand on la regarde en transparence, on la reconnaît tout de suite par rapport à celle qui vient des gisements de Lipari, de Sardaigne ou de Palmarola. Et l'obsidienne de Pantelleria a été retrouvée en Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie, à Malte et en Sicile. Ça veut dire qu'ils venaient ici la prélever, qu'ils en faisaient des provisions et qu'ils la rapportaient ensuite vers leur lieu d'origine. C'est une excellente manière de reconstituer les circuits commerciaux de ce matériau durant la préhistoire, en l'absence de documents écrits. Donc, c'est vraiment un excellent moyen pour comprendre les déplacements humains à cette époque. Grâce à l'obsidienne, Pantelleria est devenu un lieu stratégique du bassin méditerranéen. Durant des siècles, le précieux verre volcanique a favorisé l'installation des hommes et leur développement économique. Si certains volcans ont favorisé par leurs ressources l'installation des hommes, d'autres ont rendu des territoires entiers inhabitables et précipité la chute de civilisations. Les volcans peuvent avoir un impact considérable sur les populations humaines. De nombreux indices montrent que de grandes éruptions explosives ont interrompu le développement de civilisations récentes. Prenons par exemple l'éruption de Santorin, qui s'est produite il y a environ 3600 ans. Vers 1600 avant notre ère, Santorin a connu l'une des plus importantes éruptions de l'histoire humaine. L'équivalent de 40 bombes atomiques.
Les principales phases explosives de l'éruption ont formé un immense panache de cendres qui s'est élevé à plus de 30 km dans l'atmosphère. Toute l'île a été balayée par d'immenses nuées ardentes qui ont laissé derrière elles un épais dépôt de cendres. Ça a profondément modifié la géographie de Santorin. L'éruption a rendu l'île inhabitable durant plus de 4 siècles. Mais l'épais manteau de cendres qui a recouvert Santorin a permis une incroyable découverte archéologique. Quand une puissante éruption volcanique éclate, c'est absolument épouvantable pour les populations. Mais les matériaux qui se déposent suite à l'éruption permettent aussi de préserver les traces de ces civilisations. La cendre volcanique est probablement le conservateur ultime. Pompéi, par exemple, nous a ouvert une fenêtre sur la Rome antique. Il existe un autre Pompéi, tout aussi extraordinaire, mais bien plus ancien. C'est Akrotiri. Découverte à la fin du XIXe siècle par l'archéologue grec Spyridon Marinatos, sous 20 mètres de cendres, Akrotiri était une importante cité portuaire ouverte sur le commerce maritime du bassin méditerranéen. La civilisation minoenne dont elle faisait partie était l'une des sociétés les plus avancées de la région. Et on a découvert des objets incroyables, des vases en or, de la poterie et des fresques qui décoraient les murs des bâtiments. Ce qui a été préservé, c'est une civilisation incroyablement bien développée, capable de produire de belles œuvres d'art, avec de nombreuses avancées techniques, comme par exemple la plomberie. Andreas Vlachopoulos étudie depuis des années les vestiges de cette civilisation, emportés puis immortalisés par une éruption. L'enfer de ces gens, c'est notre paradis. Grâce à l'éruption, nous avons découvert une grande cité qui a connu son apogée vers 1600 avant Jésus-Christ. Ici, nous avons même trouvé du bois, de la paille, du cuir, des matières organiques, des morceaux de tissu. Tout ce dont nous avions besoin pour reconstituer avec cohérence cette société. Nous sommes vraiment très chanceux. La découverte de cette cité préservée par le volcan a fourni de nombreuses réponses aux archéologues, mais elle a également soulevé de nouveaux mystères. Nous ne savons pas s'ils ont survécu, s'ils ont eu le temps de fuir par la mer vers le sud ou vers le nord, ou bien s'ils ont été piégés quelque part sur l'île. En tout cas, dans les parties fouillées du village, nous n'avons trouvé aucune trace humaine. Ça signifie que les signes avant-coureurs étaient très clairs et qu'ils ont duré assez longtemps pour que les gens aient le temps de tout abandonner. Mais les conséquences historiques de ce cataclysme s'étendent bien au-delà de l'île de Santorin. Les falaises formées par les dépôts de cendres témoignent de l'immense quantité de matériaux volcaniques expulsés lors de l'éruption. Ces remparts érodés par les vents marins ne constituent qu'une infime partie de ces cendres, en majorité propulsées dans la stratosphère. Ce qu'on sait concernant l'éruption minoenne de Santorin, c'est que des cendres de cette éruption ont été retrouvées jusqu'en Égypte.
Et les modélisations des mouvements atmosphériques montrent que les cendres ont été emportées dans cette direction, à l'est et au sud du volcan. C'est alors une terrible réaction en chaîne qui s'enclenche dans toute la région et en particulier en Égypte. Les grandes éruptions explosives, qui projettent des cendres jusque dans la stratosphère, génèrent souvent des orages volcaniques. Cela provoque d'importantes chutes de cendres qui plongent des régions entières dans les ténèbres. La dispersion des cendres entraîne souvent l'effondrement de l'agriculture. Il n'est plus possible de faire pousser quoi que ce soit. Et cela peut durer des mois, voire des années après une éruption. Les chutes de cendres sont accompagnées de grêles et de pluies acides, provoquant l'apparition d'algues rouges dans le Nil, déréglant tout l'écosystème de la région. Les criquets envahissent les champs, les troupeaux meurent empoisonnés et les maladies se propagent parmi la population. Durant des années, les Égyptiens ont subi les terribles conséquences de l'éruption sans jamais en être témoins. Nous avons tendance, en tant qu'êtres humains, à chercher des explications à ce qui nous arrive. Et quand il s'agit de volcans, l'impact est tellement énorme qu'on invente des mythes et des légendes qui nous permettent de donner sens à ce qu'il s'est passé. Pour certains historiens, l'éruption minoenne pourrait bien être à l'origine d'un des plus grands mythes bibliques, les 10 plaies d'Égypte. Les éruptions volcaniques ont jalonné notre histoire. Aujourd'hui encore, les volcans forgent le destin des hommes et accompagnent les sociétés modernes dans leurs plus grands progrès. Grâce aux ressources qu'ils engendrent, l'humanité a fait d'incroyables découvertes et répond aujourd'hui aux plus grands défis du siècle. L'activité volcanique a été présente tout au long de l'histoire humaine. Et d'une certaine façon, l'activité volcanique participe au développement de l'humanité. Dans ce dialogue fécond entre l'homme et les volcans, l'eau joue un rôle fondamental. Petit caillou de terre aride perdu dans l'archipel des Canaries, El Hierro est régulièrement soumis à de fortes sécheresses. Ici, les hommes ont redoublé d'ingéniosité pour exploiter l'humidité naturellement attirée par le volcan. Les volcans sont des reliefs qui peuvent atteindre d'importantes altitudes, ce qui leur permet d'attirer l'humidité présente dans l'atmosphère et les précipitations. Au sommet du relief, enveloppé de nuages, ils ont planté une forêt pour capter et condenser cette humidité. Luis Fernando Martín Rodríguez est le gérant du réseau hydraulique de l'île, dont ces arbres fontaines sont la clé de voûte. L'humidité est très importante. Ce sont les arbres qui la maintiennent. Il est donc très important d'entretenir et de protéger cette forêt. Il y a différentes espèces. Elles captent plus ou moins l'eau selon l'épaisseur des branches et selon la végétation qui pousse sur le tronc. Ces arbres captent l'eau des nuages qui s'écoulent ensuite vers le sol. Les volcans sont constitués de lave fragmentée, avec de nombreuses fissures, mais aussi de roches poreuses et de cendres. C'est pourquoi les volcans sont souvent de très bonnes réserves d'eau douce. Quand il pleut, l'eau s'infiltre dans le volcan. Elle est stockée sous terre et finit par rejaillir à la base de l'édifice.
Pour accéder aux précieux trésors contenus dans les sous-sols du volcan, les habitants ont creusé d'immenses galeries jusqu'au centre de la montagne. Nous sommes au cœur d'une coulée du volcan. Nous avons retiré une partie de cette coulée de lave pour la remplacer par une coulée d'eau. C'est par là que l'eau s'écoule. Ensuite, les cavités souterraines laissées par les anciennes coulées de lave se remplissent d'eau que nous exploitons aujourd'hui. On va ouvrir la porte du trésor. Grâce à un dense réseau de canalisation, l'eau est redistribuée sur toute l'île. Une eau particulièrement pure, filtrée durant des siècles par la roche volcanique. Lorsque l'eau qui circule dans les volcans rencontre la chaleur du magma, les reliefs volcaniques exhalent une étrange vapeur. Et c'est une nouvelle ressource qui s'offre aux hommes. La première chose que nous évoquent les volcans, c'est probablement la chaleur. Le magma a une température beaucoup plus importante que son environnement direct. Il réchauffe tout ce qui se trouve autour de l'édifice volcanique. Il y a donc une interaction entre cette chaleur et l'eau qui se situe naturellement dans le sous-sol. Et bien souvent, la réaction entre l'eau et cette chaleur est à l'origine d'un vaste système géothermique. Il est désormais possible d'exploiter cette énergie grâce à des centrales géothermiques qui permettent d'accéder aux zones chaudes et d'extraire des liquides à haute température afin d'alimenter des turbines et produire de l'électricité. C'est l'une des opportunités que présente l'énergie géothermique dans les régions volcaniques. Et c'est le cas, par exemple, en Islande. Avec ses 200 volcans, l'Islande possède l'une des activités volcaniques les plus importantes de la planète. Ici, le magma et la glace se côtoient depuis des millénaires, générant de vastes champs géothermiques. En exploitant cette énergie, la petite île de 330 000 habitants est aujourd'hui à la pointe des énergies renouvelables. Gudjon Helgi Egertsson est chargé de la maintenance d'une des principales centrales géothermiques du pays, située dans la péninsule de Reykjanes. Ici, à Svartsengi, nous produisons 75 MW d'électricité et 190 MW d'énergie géothermale, qui couvrent nos besoins en eau chaude. Nous pouvons ainsi alimenter toute la partie sud de la péninsule de Reykjanes, en incluant la ville de Grindavik, rien qu'en utilisant nos ressources naturelles. Dans ces tuyaux, il y a de la vapeur, ainsi que de l'eau saumâtre. C'est un mélange d'eau de mer et d'eau de source. Cette eau est acheminée ensuite dans la centrale, où la vapeur est séparée de l'eau pour faire tourner les turbines qui produisent de l'électricité. Une partie de cette eau est ensuite récupérée et utilisée pour la production d'eau chaude. Ce forage a été réalisé ici, mais il a été creusé en biais pour atteindre le sous-sol de la montagne qui est devant nous. Cela permet de traverser les failles situées sur cette zone. C'est là que nous obtenons un débit maximal et les températures les plus hautes. Le principe de la géothermie, c'est de trouver de la chaleur. Et cette source de chaleur que nous avons en Islande, c'est le magma. C'est lui que nous recherchons sans cesse. Mais nous devons rester prudents et nous tenir prêts à agir dans une zone volcanique très active. Les éruptions représentent un danger, mais elles restent rares.
Et le volcanisme améliore tellement notre quotidien. Je ne pourrais pas m'en passer. Dans les champs géothermiques, l'eau circule sous forme de vapeur le long des failles volcaniques, arrachant les matériaux présents dans le sol et les redéposant sur son passage. Dans les régions volcaniques, on trouve souvent de très importants gisements de métaux qui ont joué différents rôles au cours de l'histoire humaine. Le Chili abrite la plus grande chaîne volcanique au monde, avec plus de 2000 volcans dont 500 actifs. Au nord du pays, le désert d'Atacama a été modelé par des millions d'années d'intense volcanisme. Comprendre les volcans nous permet aussi de déterminer les zones dans lesquelles ces métaux sont les plus concentrés, afin de les extraire et de les exploiter. Une grande partie du cuivre mondial a été extraite d'anciens volcans érodés. L'exploitation du cuivre a permis au Chili d'entrer pleinement dans l'ère industrielle au début du XXe siècle. Le pays abrite la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, Chuquicamata. Aujourd'hui, les hommes s'intéressent à un autre minerai produit par le volcanisme du désert d'Atacama. Aujourd'hui, on trouve du lithium en abondance dans l'Atacama au Chili. Et il provient probablement de l'activité géothermique des volcans de l'altiplano. Les volcans sont aussi de fantastiques cocottes minutes. Ils dégagent de la vapeur et du gaz. Et parfois, ils laissent derrière eux des dépôts d'éléments plus lourds. On observe souvent une concentration de sel associée au mouvement des fluides dans le sol. C'est pour cette raison que l'on trouve souvent des lacs de sel autour des volcans. Le lithium est un composant indispensable à la production des batteries qui alimentent nos téléphones portables et nos voitures électriques. Alessandro Boucher est ingénieur dans la plus grande exploitation de lithium du pays, située en plein cœur du salar d'Atacama. Pour extraire le précieux minerai, il gère d'innombrables bassins de saumure, l'équivalent de 2400 terrains de football. Dans nos solutions concentrées, nous ciblons la précipitation de différents sels. Il faut contrôler en permanence la concentration de plus de 350 bassins. Lorsqu'on extrait la saumure du salar, elle est totalement transparente. En restant dans les bassins, elle change de couleur selon son niveau de concentration en sels minéraux. Celui-ci, par exemple, d'une couleur turquoise claire, est relativement concentré en lithium et en bore. Celui de l'autre côté est beaucoup plus vert. Cela signifie que la solution est bien plus concentrée et qu'elle est presque prête à être envoyée à l'usine. L'extraction du lithium s'appuie sur des processus géologiques dont l'échelle de temps dépasse de loin celle des hommes. À partir du moment où on extrait la saumure du salar, il faut entre 12 à 16 mois pour produire la solution que vous voyez ici. Certes, le processus est long, 1 an et demi. Mais ce n'est rien, comparé aux millions d'années qu'a mis la saumure pour se former.
Ces métaux issus du volcanisme vont devenir très importants dans le cadre de la transition énergétique. Pour vous donner une idée, si le Royaume-Uni obligeait soudain toute sa population à passer à la voiture électrique, on épuiserait toutes les réserves mondiales de lithium juste pour ce seul pays. La volcanologie a révolutionné notre vision du monde. Elle n'en est pourtant qu'à ses balbutiements. Il reste encore de grands défis à relever pour la volcanologie. Nous sommes conscients que nos connaissances et notre compréhension sont incomplètes. Il y a des questions fondamentales comme que va faire ce volcan la semaine prochaine ou dans un mois? Quand rentrera-t-il en éruption? Ou s'il est déjà en éruption, quand s'arrêtera-t-il? Il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas sur la façon d'anticiper les conséquences sur nos sociétés. Je dirais que c'est l'un de nos plus grands défis. Les scientifiques poursuivent inlassablement leur exploration des volcans pour que les sociétés humaines puissent, de découverte en découverte, tirer le meilleur de ces montagnes vivantes. Waouh, 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 waouh. Oh, oh.